chose. Oui. Les enseignants souvent ont été des bons élèves. Pardon? Les enseignants en général ont été des bons élèves à l'école. Donc forcément, ils ont un petit peu du mal des fois à comprendre que les élèves aient des difficultés. En général, ils ont été des bons élèves. Ça peut expliquer aussi des fois qu'il est... Oui, tout à fait. Et du coup, les mettre en situation comme je viens de le faire, et puis de prendre une collègue qui a sans doute été une bonne élève, et qui dit non mais ça... Et puis moi je trouve que c'est super sain la réaction. C'est j'y comprends rien, j'arrête. Et même si je lis, je relis et je relis ce texte incompréhensible, ça sert à rien. Et moi si je lui avais dit non, 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 attends, fais attention, relis le texte, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle l'aurait fait une fois, mais pas jusqu'au bout. Donc vous voyez comment ces injonctions à l'attention, elles servent à rien si le problème n'est justement pas attentionnel mais cognitif. Attirez bien l'attention des enseignants là-dessus. Ils appellent donc l'enseignant à contrôler leur attention ou leur comportement, et c'est ce que Michael disait, fais attention, écoute, tu as entendu ce qu'a dit machin. Mais oui, j'ai entendu, c'est pas parce que j'ai entendu, je suis pas sourd, mais je comprends rien. Ça va? Et donc, le manque de connaissances, de compétences, de stratégie et les difficultés de compréhension se payent toujours par une demande accrue de contrôle externe. Les gamins ne peuvent pas se réguler eux-mêmes puisqu'ils n'ont pas les connaissances et les compétences pour réussir la tâche. Donc, ils vont vous solliciter. Vous, parce qu'ils n'y arrivent pas. La preuve, ton exemple de KPI. Au bout de 5 minutes, il a terminé, il sollicite le prof, il sollicite, il fait le foufou. Réponse du prof, rien. Si vous répondez, oh là 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 là, oui je vois, tu as terminé, et alors là, tu n'aimes pas t'ennuyer, toi, je le sais, tiens, va dans le placard, là-bas, il y a un jeu, une activité, fais-la, vous verrez que vous régulez l'attention de ce gamin-là. Enfin, en tout cas, le comportement, pas l'attention. Donc une demande accrue de contrôle, une exacerbation de la dépendance à l'égard de l'adulte. Tous les enseignants spécialisés le diront, les miens ne sont pas autonomes, bien sûr. Ils ne sont pas autonomes parce que contrôler son activité, pour moi c'est décrire un élève à besoin particulier qui présente une déficience intellectuelle. C'est une caractéristique. Pour être régulé, pour contrôler son attention, pour contrôler son activité, il faut maîtriser. Dès lors que la tâche n'est pas connue, dès lors qu'elle est un peu difficile, eh bien ils vont appeler à l'aide. Et donc, pour moi, si on rentre là par une régulation des comportements, on encourage toute la boucle. Si on lui dit tais-toi, écoute, en fait on ne traite pas la bonne raison qui fait qu'il appelle et qu'il s'agite, et donc on encourage tout ça, et c'est le cercle infernal. Et on génère à terme un déficit d'autorégulation. Pour moi, l'entrée première, elle est toujours par la compréhension, et je ne fais jamais l'hypothèse que, ah ben oui, il a des troubles de l'attention. Non, attendons de voir, avant de le rendre malade, de voir ce qui, dans la situation, dans l'environnement, provoque la chute de l'attention. Ça va? Donc, je dis ça, je dis des réponses qui sont parfois contre-productives, si on admet que le manque de contrôle ou d'attention est très souvent l'effet d'une difficulté cognitive ou d'une impossibilité à comprendre, qui rend les élèves de plus en plus dépendants de l'adulte et de son contrôle. Or, les enseignants ont parfois tendance à intervenir directement sur les comportements. Ils demandent aux élèves de suivre le groupe, d'arrêter de bouger, de rester attentifs, d'écouter, de regarder, d'être sages, quand les élèves auraient besoin qu'on leur enseigne les connaissances et les compétences qui leur permettraient de réaliser l'activité proposée. Test de QI pour adultes. Je suis vraiment la pire élève. Hein. Et voilà. Allez-y, poursuivez. Allez-y. Je dis test de... Même pas, j'essaye. Vous la voyez pourquoi je la voulais dans mon cours, elle? Même pas, j'essaye. C'est que j'ai un sentiment d'incompétence immédiat. Je sais que je peux me casser la tête 2 heures. Et pendant que qu'on se cause, nous deux, parce qu'on se comprend, madame cherche. Voyez l'inégalité entre nous et les autres. Madame cherche, monsieur cherche. Et en fait, je ne vais rien en faire. Mais c'était montrer comment certaines situations vont immédiatement générer des comportements d'élèves de « je cherche même pas », ça donne « et qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça, c'est pour les bouffons ». D'accord? Et on y va, et je te jette... Ou l'autre qui dit « maîtresse, elle n'a rien compris, elle n'a même pas regardé le truc, mais voilà. » D'accord? C'est le même comportement, c'est quoi qu'il arrive, je ne veux même pas essayer, et donc on a ces comportements-là. C'est bon, j'ai fini, hein, l'exemple, je ne vous donnerai pas la réponse. Mais je l'ai. Voilà, question-réaction sur ça. C'était vraiment vite fait, mais pour rendre les enseignants attentifs à l'idée que non, il n'y a pas une épidémie de TADA, de troubles de l'attention et de la concentration. Il y a une épidémie d'élèves qui ont besoin que l'école leur ouvre les portes en grand et pas seulement en les asseyant sur une table, une chaise.
Après, peut-être que simplement si on étudie des élèves plus âgés, plutôt que des petits qui sont dans le secondaire, voire au lycée, le fait de ne pas comprendre, ça génère plus forcément de l'agitation, mais au contraire, le gamin devient invisible. Le retrait. Complet. Vous avez entendu votre collègue dit, et quand ils grandissent, on a deux types de réactions à la non-compréhension. On a ceux qui le montrent et qui appellent à l'aide plus fortement que d'autres, et d'autres qui disent de toute façon c'est comme ça, j'y comprends jamais rien, et qui se rendent transparents à la chose scolaire, à l'institution. On les voit pas, on les entend pas, ils disparaissent et ils se déscolarisent parfois. C'est juste. On sera décroché dans la classe. Tout à fait. C'est pas forcément bruyant, c'est tout à fait. Donc, on va vous demander d'être encore un petit peu attentif. Donc il me reste un quart d'heure. Hein. D'accord. Quoi? Attention, j'en ai deux trucs. Oui, non, mais je commence et puis je poursuis. D'accord? Tout à fait, là on en est au point. Donc, ah oui, pardon. Là on en est au point 6. Donc, l'idée, là, vous voyez, on vient de faire une petite capsule hein, sur comprendre l'attention. Et à partir de ce qui a été évoqué, Sylvie va vous proposer eh bien, une manière de faire pour soutenir le métier. Hein, ce que vous avez vu hein, tout à l'heure, hein, quand j'ai exposé le déroulement de la journée hein, sur Universal Design of Learning. Donc, on a un petit peu déjà pris de retard un peu par rapport à notre scénario. Mais en tout cas, on va commencer ce moment-là qui nous semble très important, c'est-à-dire aborder la question de, eh ben oui, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aime bien ce terme de soutenir le métier. Et au fond, si on vous a recruté, c'est bien dans cette idée que l'école inclusive ne réussira qu'à condition que les enseignants se sentent soutenus pour la mettre en œuvre. Et là, moi, je vais beaucoup parler d'enseignants ordinaires. Et vous, comme formateur d'enseignants ordinaires. Et je vais présenter un courant assez récent en pédagogie. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis Universal Design of Learning, ce qui veut dire conception universelle de l'apprentissage. Et de fait, je crois que le terme est très mal choisi, je m'autorise à le changer, et je l'appelle conception universelle de l'enseignement et de l'apprentissage. Et je vais m'en expliquer. Mais dans la littérature scientifique, on parle de UDL, Universal Design of Learning, ou de CUA, Conception universelle de l'apprentissage. Et j'ai introduit l'enseignement. Donc, ici, là, jusque très récemment, y compris vous, on disait qu'il fallait rendre le monde accessible aux personnes qui présentent un handicap et on parlait de design accessible. Et dans les années 2000, on a changé la manière de considérer les choses en disant le Universal Design, c'est quelque chose qui est conçu dès le départ pour tout le monde, y compris les personnes avec handicap. Si je fais une petite comparaison rapide, je dirais que l'accessible design à l'école, c'est je fais une leçon collective pour tous et charge à l'enseignant spécialisé de refaire des remédiations. Donc, au fond, je ne raisonne pas moi-même mon cours comme accessible. En revanche, dans l'Universal Design, c'est dès le départ, pour tout le monde, tous les élèves de la classe, y compris les élèves que j'ai inclus, je vais raisonner le design en ayant en tête tous les élèves que j'ai dans ma classe. Ça va? Et donc, si j'ai bien bossé, normalement, je n'ai plus à proposer des sous-groupes, des petits groupes, des groupes de besoins, des temps de... Voilà, c'est ça l'hypothèse. Et donc, le postulat de la CUA, de la conception universelle de l'apprentissage, c'est qu'il est possible de concevoir un produit, un environnement adapté au plus grand nombre et à tous. À tous, qui est pour proposer un seul produit et pas 50. Je vais passer vite là parce que vous n'avez pas tout à fait la même chose sur votre... c'est exprès. Parce que Michael, lui, il avait tout mis, du coup il a flingué ses effets, tandis que moi, j'ai fait un court, un long pour pas flinguer mes effets. Ça s'appelle l'expérience. Donc, avant ce mouvement de design universel, parce que c'est un mouvement qui est né de l'architecture,
Les architectes étaient peu soucieux d'adapter leur construction aux besoins de mobilité et de communication des personnes avec handicap. Vous vous en rendez compte aujourd'hui, c'est la loi, tous les bâtiments doivent être adaptés et vous voyez le nombre de choses qui aujourd'hui ne le sont pas et des gens qui n'arrivent pas à mettre en conformité. Donc jusqu'à présent, on ne raisonnait même pas l'idée qu'il y avait des personnes handicapées. Il y a la loi qui oblige les gens à mettre en conformité. L'exemple de l'ESP est un exemple magnifique, tout est adapté, mais il n'empêche que, eh bien, on continue, encore aujourd'hui en 2019, à trouver des bâtiments qui ne sont vraiment pas adaptés. Donc le résultat, des bâtiments inaccessibles, difficilement accessibles à beaucoup d'usagers, même ceux qui ne présentent pas de handicap. Et donc, des informations inaccessibles aussi aux personnes sourdes, aveugles et allophones. Imaginez, vous êtes dans un train et il y a un arrêt, et regardez comment les contrôleurs indiquent la raison de l'arrêt. Uniquement sonore, vous êtes sourd, vous ne comprenez pas. Si vous êtes allophone et que, comme ils ne parlent pas l'anglais en général, vous ne comprenez pas. Donc vous voyez comment, eh bien, voilà. Donc, la législation imposant un accès universel au bâtiment, ça a conduit à une modernisation complète avec des rampes, des ascenseurs, des panneaux parlants et autres dispositifs d'accès. Mais le réaménagement est coûteux, souvent esthétiquement désastreux et parfois inadapté. Et donc, ils se disent, finalement, plutôt que de construire un bâtiment et plus tard de raisonner les aménagements, eh bien, nous allons construire des bâtiments immédiatement adaptés pour tous. Ça va, vous allez faire vite le rapport avec l'école après. Et donc, ça pousse les architectes à innover en améliorant la fonctionnalité et l'esthétique. Par exemple, la pyramide du Louvre. Excusez-moi, 2 secondes. Je me suis trompée. Et en fait, l'idée, oui, ça marchait. Ah, je pense que là, c'est bon. Je vais reprendre avec le bon. Je vais passer par ici. Si j'avais eu un peu de temps, je vous aurais fait écouter cette vidéo. Mais ce que je vous... Oh non! Voilà. Par exemple, regardez le métro parisien, quelle accessibilité aux personnes qui sont en fauteuil, 3%, et quand on va à Barcelone, c'est 82%. Autrement dit, l'inadaptation, elle est politique aussi, c'est quels sont les moyens qu'on alloue pour adapter l'environnement aux personnes, et à Tokyo, 88%. Et regardez le site spécial à Paris, Transport et handicap, se déplacer à Paris, si les transports en commun parisiens avaient été tous conçus selon l'Universal Design, ce site serait mort. Or là, il faut aller sur un site pour savoir comment on va bien faire pour se déplacer de tel endroit à tel endroit. Et encore une fois, ce que dit tout le monde, c'est que ces aménagements, ils ne profitent pas seulement aux personnes en fauteuil, mais aussi à la personne âgée, à la personne qui a une valise et à la personne qui a une poussette. Voilà, adapté. Alors ça, je vous l'avais dit, mais le raménagement est coûteux et souvent inesthétique. Vous voyez comment ça défigure totalement les bâtiments. Et là, je vais vous lire cette petite BD que je trouve trop drôle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nettoyer la rampe d'accès? Tous les autres enfants attendent de pouvoir utiliser les escaliers. Quand je les aurai nettoyés, je nettoierai la rampe pour vous. Donc, plus pour la majorité et moins pour la majorité. Réponse, et si vous nettoyez la rampe, nous pourrions tous monter. Ouvrir la voie aux personnes à besoins particuliers, ouvrir la voie à tous, c'est pas de moi. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'au fond, c'est justement l'idée de Universal Design, c'est de ne pas dire, il y a une voie pour les handicapés, une manière de faire l'école pour les handicapés, puis une manière de faire l'école pour les autres.
c'est l'idée que les élèves handicapés sont au milieu des autres, avec les autres, pour faire la même chose que les autres. Ça va? C'est ça l'idée de la conception. Donc ça, je l'avais dit. Voilà. Au Louvre, tout le monde peut prendre l'ascenseur. À la gare de Clermont-Ferrand, tout le monde peut prendre l'ascenseur, les handicapés. Et allez voir dans le métro parisien, si vous êtes en fauteuil roulant, comment vous faites pour accéder au petit ascenseur que est dans la station 12 de la machin. Il faut faire déjà 3 km en fauteuil dans les couloirs du métro pour trouver l'ascenseur. Et vous voyez que là, les handicapés, ils sont déjà pas avec les autres, puisqu'on n'a pas du tout pensé qu'ils vivaient avec, mais même quand on aménage après coup, eh bien, ce n'est pas des aménagements dont tout le monde profite. C'est beau? Voilà, c'est l'escalier du loup. Maintenant, allons voir, je raisonne, le courant du Universal